Bienvenue à cette dernière journée de l'Université d'été sur la francophonie des Amériques, 4e édition. Avant de laisser la parole à notre invité, j'aimerais vous donner quelques indications. Ce matin, les 2 conférences vont se dérouler dans la salle ici. Et cet après-midi, on a du temps ensemble pour faire un bilan de la semaine, pour passer un peu de temps ensemble avant le départ de tout le monde. Et ça va se faire cet après-midi à la salle 4007, là, qui est au 4e étage, salle que vous connaissez maintenant très bien. Vous avez remarqué qu'il y a tout un aménagement qui est en train de se faire là, dans l'espace où on prend le repas. Alors, c'est l'émission 12h30 de Radio-Canada de la radio de Radio-Canada qui va s'installer ici en direct. Donc, il y a des gens qui vont être invités à aller discuter. Toi aussi, Linda, tu es invitée à aller discuter de ton expérience à l'Université d'été. Concernant les départs, mot peut-être que vous ne voulez pas entendre, mais il y a des gens qui quittent aujourd'hui, puis il y a des gens qui quittent demain. Pour tous ceux qui logent dans les résidences, sachez que ceux qui quittent aujourd'hui, vous pouvez prendre le temps de fermer votre valise ce soir, avant votre départ. Et ceux qui quittent demain, le temps limite pour laisser la chambre est 11 heures. Alors, mais la grande majorité d'entre vous partez assez tôt. Il y a quelques personnes qui vont devoir patienter un peu. Pour ceux qui se rendent à l'aéroport parce que c'est plus loin, parce que le taxi est plus coûteux, on a regroupé, là, on a fait une liste pour essayer de vous de mettre ensemble les gens qui ont une heure de départ là, similaire. C'est France Roussel qui a la liste. Alors, il y a quelques départs cet après-midi, là, notamment à l'aéroport, je me souviens, on a vu ça. Ensuite, je pense que c'est tout pour tout de suite. Merci. Merci Flavie. À mon tour de vous dire bonjour. Aujourd'hui, c'est, comme le disait Flavie, notre dernière matinée pédagogique, scientifique, et on est à la fin aussi du bloc savoir. On a vu hier les enjeux de l'enseignement supérieur, de la diffusion de la recherche, des connaissances en français, dans l'espace francophone. On a parlé du plurilinguisme, de l'ouverture sur les langues et aujourd'hui, on va poursuivre cette réflexion, mais dans l'hémisphère sud en particulier. Nous allons avoir une présentation qui va porter sur la Guadeloupe et après sur le Brésil. Ah, pardon, excusez-moi. L'Argentine, certains m'ont dit que c'était l'équivalent du ciel, n'est-ce pas? Apparemment que c'est... quand on est de l'Argentine, on est près du ciel, c'est ça? Oui, on est près du Brésil. Et donc, vous êtes près du ciel. Voilà. Alors, blague à part, donc ce matin, on termine donc le bloc savoir et je pense que c'est une très belle façon de le terminer parce que vous avez pu voir tout au long de la semaine que quand on parle du français dans les Amériques, notamment en Amérique du Nord, on a une dynamique où on cherche toujours on parle toujours de la pérennisation des milieux, on parle toujours des encadrements législatifs pour favoriser le développement du français, des outils qu'on se donne pour permettre aux gens de vivre en français. Puis on voit que quand on arrive dans, que ce soit la Caraïbe ou bien les pays du Sud, la thématique du français se pose différemment. C'est-à-dire, il y a des gens qui essaient de vivre en français, mais on est moins dans une dynamique de création d'un espace de vie en français avec des institutions, un réseau d'institutions complet. On est dans une autre logique qui tourne beaucoup autour de l'enseignement du français, de la valorisation du français, de sa diffusion, l'accès à des ressources. Et évidemment, il y a des points en commun entre les hémisphères parce que on est quand même en mesure de se réunir dans un espace commun et de penser la francophonie des Amériques ensemble. Alors, pour nous aider à faire ça ce matin, nous avons Fabien Marianne.
Fabien Marianne, qui est chargé de coopération pour la région Guadeloupe à Québec. Donc, Fabien Marianne va nous parler des enjeux du rapprochement régional de la Guadeloupe. Ça devait être à l'origine Mme Thérèse Marianne Pépin. Est-ce qu'il y a des liens de parenté? C'est ma mère. Ah, bon. Okay. Qui, elle, est présidente de la commission de coopération. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole et je vous demande à tous de l'accueillir très chaleureusement. Merci. Donc, bonjour à tous. Comme Linda l'a expliqué, je ne devais pas être votre intervenant aujourd'hui. C'était Madame Thérèse Marianne Pépin, qui a été retenue en Guadeloupe au dernier moment. C'est un peu dommage parce que c'est en fait l'élu de la région qui s'occupe de la coopération internationale et qui, ces dernières années, a vraiment œuvré dans ce domaine. Elle était très navrée de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Et je vais essayer de la remplacer de façon positive. Comme vous avez pu le savoir, je m'appelle Fabien Marianne, donc c'est ma mère. Hein. Mais je ne suis pas là parce que je suis son fils, mais surtout parce que je travaille pour la région Guadeloupe au Québec. Et dans mon intervention, je vais présenter ma mission parce qu'en fait, elle fait partie du sujet que je vais aborder, qui sont les enjeux du rapprochement régional de la Guadeloupe. Donc dans une petite introduction, je vais parler d'un aperçu géographique de la Guadeloupe, du climat aussi un peu, et du repère historique, qui est assez important parce que ça explique en fait les héritages de la Guadeloupe et le métissage de la population et le métissage des cultures. Et je vais essayer de problématiser en fait cette intervention. Et donc, comme vous pouvez le voir, en fait, la Guadeloupe est une région qui est située dans la zone Caraïbe, à quelques 7000 km de la France hexagonale, à 140 km de la Martinique, qui, avec la Guadeloupe, fait partie en fait, des Antilles françaises, en tout cas ce qu'on appelle les Antilles françaises, et à 2000 km des États-Unis. L'archipel comprend deux grandes îles, qui est la Basse-Terre, où il y a la ville de Basse-Terre, qui est le chef administratif de la Guadeloupe, et la Grande-Terre, où il y a l'agglomération de Pointe-à-Pitre, qui est le centre économique de la Guadeloupe. L'archipel comprend aussi trois dépendances. L'archipel des Saintes, qui est tout au sud de la Basse-Terre, où il y a les îles de Terre-de-Bas et Terre-de-Haut. Il y a Marie-Galante, qui est au sud de la Grande-Terre, et la Désirade, qui est à l'est de la Grande-Terre. Les îles du Nord qui ne sont pas sur cette petite carte, qui sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avant étaient des communes de la Guadeloupe, mais depuis juillet 2007, ils sont devenus des collectivités d'outre-mer et donc sont devenus autonomes et ne sont plus intégrés dans l'espace guadeloupéen, l'archipel guadeloupéen. Les îles de Basse-Terre et les îles des Saintes sont issues de la formation d'une chaîne volcanique qui culmine à la Soufrière, 1467 mètres. La Soufrière, c'est au sud de l'île de Basse-Terre, un peu plus, au-dessus des vieux ports, de la ville de Vieux-Port et de Basse-Terre, alors que les autres îles de l'archipel sont d'origine corallienne. Et en raison de ces spécifiques géographiques et géologiques, l'archipel de la Guadeloupe est une zone de forte sismicité, une zone 3. Et la population de la Guadeloupe est estimée à un peu plus de 400 000 habitants. La Guadeloupe bénéficie d'un climat tropical, petit tropical tempéré par les alizés orientés vers l'est par l'anticyclone des Açores. Il y a deux saisons, une saison sèche qu'on appelle carême, qui est de décembre à mai, avec peu d'averses, des températures agréables de 25 degrés en moyenne et des alizés généralement bien accueillis. Cette saison correspond à la haute saison touristique de la Guadeloupe. Et aussi, c'est la saison où il y a les plus grandes célébrations de la Guadeloupe, le carnaval, les chantées Noël et tout ça. Et la deuxième saison, c'est une saison plus humide qui est appelée hivernage, qui est de juillet à octobre, où il y a des périodes de pluie fréquentes et intenses et des températures moyennes de 26 degrés Celsius, au cours de laquelle surviennent des possibilités de dépression tropicale et de phénomènes cycloniques. Les traces des premiers habitants présents en Guadeloupe remontent à 3500 avant Jésus-Christ. Autour du IXe siècle, les Indiens Caraïbes ou Kalina prennent possession de l'île. Ce peuple originaire de la région amazonienne la baptise du nom de Caruquera, qui signifie île des belles eaux, enfin île aux belles eaux. C'est pour ça que dans pas mal de documents, on peut faire encore référence à la Guadeloupe avec le terme Caruquera.
Après s'être rendu à Marie-Galante, le Christophe Colomb et sa flotte débarquent le 4 novembre 1493 à Sainte-Marie-sur-la-Basse-Terre. Et c'est là qu'est nommée l'île Guadeloupe, en hommage au monastère de Santa Maria de Guadalupe, au sud de l'Espagne. Au XVIe siècle, les Espagnols firent quelques tentatives pour conquérir la Guadeloupe, mais ils furent repoussés par les Indiens caraïbes. Au XVIIIe siècle, des marchands français fondent la Compagnie des îles d'Amérique qui organise la colonisation en Guadeloupe. Et vers 1644 se dessine la vocation économique de la Guadeloupe avec la culture de la canne à sucre qui exige une importante main-d'œuvre. Et cette dernière sera issue du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et le continent américain, fournissant aux planteurs des esclaves d'origine originaires de l'Afrique. Et le XVIIIe siècle est marqué par des rivalités franco-britanniques pour la conquête des îles caribéennes. Entre 1854 et 1884, l'économie est toujours fondée sur la culture de la canne à sucre et plus de 45 000 Indiens provenant des comptoirs de l'Inde viennent travailler aux Antilles. C'est pour ça qu'il y a une forte descendante indienne, pas en Guadeloupe, et une présence de Guadeloupéens qui sont originaires de l'Inde. Le 16 mars 1946, l'Assemblée nationale française érige la colonie de Guadeloupe en département français d'outre-mer, DOM, et ce nouveau statut provoque des bouleversements de la société guadeloupéenne. Il transforme sa structure économique et permet de développer ses infrastructures et modifier les conditions sociales. Et en 1982, la Guadeloupe devient aussi une région, et donc une région monodépartementale qui est l'une des 26 régions françaises. Donc, en définitive, la Guadeloupe est un bout de France et un bout d'Europe dans les Amériques. Il en ressort une singularité qui est partagée par la Martinique et la Guyane dans cette zone. Et dans cette perspective, il est légitime de se demander comment la Guadeloupe, au vu de ses spécificités, s'intègre dans les dynamismes de coopération enclenchées chez ses voisins et en quoi ce rapprochement régional est nécessaire pour l'archipel. Et donc l'idée de cette présentation, c'est que la Guadeloupe, qui a un statut spécifique au niveau européen et au niveau français, s'inscrit dans des dynamiques de coopération, dans une zone où sa présence active renforce la promotion de l'expression francophone. Et donc voilà, et la première structure en fait, de la Guadeloupe, c'est un drome et une rupe. Et c'est important parce que c'est au niveau français et au niveau européen. Vous avez probablement entendu parler, ou peut-être entendu parler des dom-toms, qui est une désignation qui n'existe plus. En fait, depuis mars 2003 et une loi française constitutionnelle, ces appellations ont été modifiées. Les DOM sont devenus des DROM, ce qui veut dire, DOM c'était département d'outre-mer et c'est devenu un département et région d'outre-mer. Et les TOM, les territoires d'outre-mer, sont devenus des COM, des collectivités d'outre-mer. Et donc la Guadeloupe est un département et une région d'outre-mer dans le paysage administratif français. Dans ce tableau, vous pouvez voir en fait une vision simplifiée de l'organisation territoriale de la France, et qui est simplifiée à 3 échelons, et qui sera d'ailleurs plus valable à partir de la fin de l'année, parce qu'il y a eu une réforme de l'organisation territoriale de la France, et notamment il y a eu une réduction, une fusion d'un certain nombre de régions et donc une réduction de leur nombre. Mais l'idée, c'est que donc c'est un schéma de poupée russe avec des régions à l'intérieur, il y a des départements, puis à l'intérieur, il y a des communes. Et la particularité des départements et régions d'outre-mer, c'est qu'ils sont aussi des régions et des départements. C'est-à-dire qu'ils sont au même niveau, mais ces échelons, ces différents échelons, ont des compétences propres. Ce qui fait qu'en fait, il y a 2 instances en Guadeloupe avec des compétences propres qui agissent sur le même territoire. Et en fait, de façon très simplifiée, le département, lui, définit et il met en œuvre la politique d'action sociale et la région est coordinatrice du développement économique et de la formation professionnelle et du tourisme. Et donc, c'est dans cette idée en fait, qu'il y a eu en fait, au niveau français une réforme de l'organisation territoriale. C'était pour créer des plus grandes régions sous un modèle de ce qu'on appelait des super-régions en se rapprochant des schémas qu'on peut en avoir en Allemagne, qui ont à peu près un poids de population et un poids économique qui soit équivalent à certaines régions allemandes.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu des modifications, il y a eu une réforme sur cette organisation. Mais la Guadeloupe, la Martinique, les départements et régions d'outre-mer ne sont pas affectés par cette réforme. Cette réforme touche vraiment que la France hexagonale. Cela dit, eux, ils peuvent avoir accès à ils peuvent avoir accès à une organisation institutionnelle propre, c'est-à-dire en fait pouvoir faire fusionner leur structure départementale et leur structure régionale, ou créer une assemblée unique pour ces deux collectivités. Parce qu'en fait l'idée derrière tout ça, c'est en fait de trouver une structure qui va permettre de rendre le plus efficace possible le développement de ces départements et des régions d'outre-mer. C'est-à-dire que dans un territoire où il y a deux structures elles ne sont pas concurrentes parce qu'elles ne s'occupent pas exactement de la même chose, mais il y a des risques quand même de concurrence ou du moins de dédoublement. Et l'idée, ce serait de pouvoir avoir une seule structure qui rende la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, le plus efficace dans leur développement et aussi dans leur rapport avec leurs voisins. Et dans cette perspective, la Martinique et la Guyane, eux, vont devenir des collectivités uniques à partir de décembre 2015. En fait, il y a des élections régionales et donc il y aura la fusion de leur département, leur structure départementale et leur structure régionale. La grande spécificité des départements et des régions d'outre-mer et aussi des collectivités d'outre-mer, c'est qu'elles ont un régime législatif qui est légèrement différent. Et le régime législatif, c'est l'application en fait, du droit national français. Et il y a en fait trois types dans le droit français. Il y a le premier, c'est le régime législatif d'application de plein droit ordinaire, c'est-à-dire que tous les actes juridiques adoptés par les autorités nationales s'appliquent automatiquement à la collectivité territoriale concernée. Et ça, c'est le régime de la France hexagonale et de la Corse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification possible. Quand l'Assemblée nationale, quand le Parlement prend une décision, il y a un suivi obligatoire. Le second, c'est le régime de l'identité législative. Et ça, c'est le régime des départements et des régions d'outre-mer. C'est-à-dire qu'il y a une application de plein droit des textes nationaux, mais il y a une possibilité d'adaptation en prenant en compte les caractéristiques et les contraintes particulières de ces collectivités, parce qu'ils sont loin de la France, parce qu'ils sont pas, ils sont intégrés dans d'autres zones géographiques. Et le troisième régime, c'est le régime de la spécialité législative. Et ça, c'est vraiment les collectivités d'outre-mer qui ont un statut très particulier, qui sont rattachés en fait à la France, et qui, là, l'application des actes juridiques nationaux, donc ceux qui sont votés par le Parlement, ne se fait que sur mention expresse. Donc un texte national ne s'applique que si les autorités nationales ont décidé de le rendre applicable à telle ou telle collectivité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés non plus de le rendre à toutes les collectivités d'outre-mer d'un côté. Et donc si le texte ne fait pas mention de ça, donc cela ne s'applique pas. Et donc pour les DROM, en fait, ça concerne en fait trois domaines spécifiques. Le droit domanial, en fait, les terrains qui appartiennent à l'État, sur ces questions-là, qui sont légèrement différentes du fait qu'en plus ce sont des îles et que ce sont dans des espaces qui ne sont pas intégrés dans l'Europe, enfin dans la France hexagonale et dans l'Europe. Il y a aussi la fiscalité, notamment qui est liée en fait à l'éloignement. Donc il y a un taux de taxe de valeur ajoutée qui serait la taxe de la valeur ajoutée est allégée en Guadeloupe, en Martinique et en Réunion. Et elle est équivalente à 0 pour la Guyane. Il y a une réduction de l'impôt sur le revenu de 30% dans les trois premiers départements que j'ai cités, de 40% pour la Guyane. Mais il y a aussi un impôt supplémentaire, qui est l'octroi de mer, qui est un impôt, qui est une taxe qui est directement déterminée par les collectivités territoriales, enfin par le département et région d'outre-mer. Et il y a aussi une distinction dans le droit de la fonction publique, qui est liée en fait à l'éloignement par rapport à la France hexagonale. Donc il y a des traitements qui sont majorés. Et les règles relatives aux congés et aux frais de déplacement sont aménagées pour prendre en compte l'éloignement. Et l'une aussi des innovations et des spécificités des départements et régions d'outre-mer, c'est en matière de coopération régionale. Parce que la France est un État unitaire et centralisateur, même s'il y a eu des vagues de décentralisation qui ont permis aux collectivités territoriales hexagonales, on va dire, d'avoir des compétences élargies, et notamment pour les régions, la question du développement économique des régions, et donc qui passe par une action extérieure des régions,
dans un cadre qui a été défini par la France, a été favorisé et du moins poussé. Mais la distinction, c'est que les départements et régions d'outre-mer, eux, ont la possibilité, ont des attributions légales qui leur permettent de négocier, de signer des accords régionaux avec les États et les organismes régionaux de coopération voisins. Et ils ont aussi la possibilité d'être membres associés de certains organismes régionaux. Et ça, c'est important parce qu'il y a un certain nombre d'organismes de coopération dans la Caraïbe, la Grande Caraïbe, selon la désignation qui est choisie. Et dans certaines organisations, il y a la France qui est représentée, mais il y a aussi en membres associés la Guadeloupe, la Martinique. Et donc, ça permet à la Guadeloupe et à la Martinique d'avoir une voie spécifique qui ne passe pas forcément par la France et qui ne passe pas forcément par la France, sachant qu'il y a quand même un cadre qui a été défini parce qu'ils peuvent le faire que sous accord de la République française. Donc voilà. Et donc au niveau européen, de l'Union européenne, en fait, la Guadeloupe fait partie des régions ultrapériphériques de l'Europe. C'est en fait le droit communautaire européen a institué deux régimes pour prendre en compte les territoires ultramarins de ces États membres. Le premier régime, c'est les RUP, les régions ultrapériphériques, qui concernent donc les départements et régions d'outre-mer. Et le second régime est celui des pays et territoires d'outre-mer, qu'on appelle PTOM. Et l'Union européenne compte 9 RUP, qui sont les Canaries en Espagne, les Açores et Madère au Portugal, et la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte et Saint-Martin pour la France. Et donc, grâce à ce statut, l'Union européenne tolère en fait des normes et des adaptations aux normes et directives de son marché commun, comme par exemple un régime fiscal particulier, donc le nouvel impôt, l'octroi de mer, enfin pas le nouvel impôt, mais l'impôt spécifique et l'octroi de mer pour ces départements et régions d'outre-mer, le maintien de zones franches et d'entrepôts francs en matière de pêche, des aides d'État, avec notamment les aides aux investissements. Ce qui est quand même un point non négligeable parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas permises quand on est intégré dans l'espace de l'Union européenne du fait de la volonté de développer le marché commun européen entre États et de mettre fin au protectionnisme des États membres. Donc ce statut aussi permet aux départements et régions d'outre-mer de bénéficier de soutien financier qu'on appelle les fonds structurels et au titre de la politique régionale de l'Union européenne et de son objectif de convergence qui vise à soutenir le développement structurel des régions les moins favorisées de l'Union européenne. Et oui, parce que finalement, ces régions ultrapériphériques, du fait de leur handicap spécifique, sont considérées comme pauvres à l'échelle européenne. Et même si ce statut permet de bénéficier des fonds, il est aussi source de problématiques pour ces territoires parce qu'ils sont obligés quand même de s'adapter aux normes directives qui sont imposées par le droit communautaire européen, ce qui fait qu'il peut y avoir une distorsion de concurrence par rapport à des États voisins qui ne sont pas forcément, notamment un certain nombre de normes techniques communautaires ne sont pas liées par ces normes et donc il y a des difficultés de pouvoir en fait échanger avec un certain nombre de pays voisins du fait de ces normes qui ne sont pas respectées en fait, enfin qui sont pas respectées, qui ne rentrent pas en ligne de compte pour les voisins qui ne sont pas dans la même réflexion puisque ces normes sont quand même au préalable déterminées au niveau européen. Et donc voilà. Et donc ça peut être pénalisant pour le dynamisme de ces territoires et c'est aussi cette idée de fonds structurels qui est donnée. Donc les handicaps en fait des RUP, c'est l'éloignement, c'est-à-dire qu'ils sont très éloignés de l'Union européenne et de leur métropole, l'isolement aussi. 7 des 8 régions ultrapériphériques sont des îles, la seule c'est la Guyane qui est rattachée à l'Amérique latine. Et ces deux premiers handicaps en fait augmentent le coût des transports, qui est une problématique de toute façon dans les îles de la Caraïbe, légitimement aussi, mais qui donc dans le cas spécifiquement de ces RUP se pose aussi, et donc des importations et des exportations, et limite l'accès au marché européen et aux services publics français. Il doit y avoir des adaptations qui doivent être, accordées pour pouvoir avoir accès aux mêmes conditions de vie qu'on va dire qu'en Europe qu'en France. Elles sont de petite taille, ce sont des régions qui sont de faible superficie, elles ont une population faible, qui fait que ça ne permet pas d'avoir un bassin de consommation pour soutenir la production locale. Et c'est là l'importance, en fait, de la coopération dans l'espace Caraïbe, parce que
et notamment pour les Antilles françaises, la Guadeloupe et la Martinique, il n'y a quand même pas vraiment de possibilité de pouvoir avoir un secteur, enfin il y a un secteur privé qui est important, mais d'avoir de grandes entreprises, sachant que la population est petite. Donc ce qui va permettre de pouvoir renforcer le secteur privé, ça sera de pouvoir coopérer en fait avec différentes îles de la Caraïbe, mais également avec tous ceux qui font partie de l'espace Caraïbe et puis après des Amériques dans un sens plus global en fait. Il y a aussi des climats difficiles, ce sont des régions à risque cyclonique, sismique et volcanique, donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Ils ont un relief escarpé, montagneux, ils ont des ressources naturelles limitées et ils sont dépendants d'un petit nombre de produits, bananes, canne à sucre, tourisme. Donc d'où l'intérêt en fait, de ce statut pour favoriser le développement de ces régions ultra-périphériques. Et donc dans cette idée, la Guadeloupe est pauvre à l'échelle européenne, mais en fait elle est riche à l'échelle caribéenne, notamment des îles de la Caraïbe. Son PIB correspond à 60% du PIB moyen de l'UE, mais c'est quand même 5 fois plus important que celui de la Dominique, 6 fois plus important que celui de la Jamaïque, 7 fois plus important que celui de Cuba et 30 fois plus important que celui d'Haïti. C'est un des PIB par habitant les plus élevés après celui de Saint-Barthélemy, Trinidad et Tobago et la Martinique. Et c'est l'indice de développement humain qui est le plus élevé de la zone, qui serait équivalent au 38e rang mondial, alors que la France, hors DROM, enfin hors département et région d'outre-mer, est au 20e. Donc, ainsi, ces spécificités, elles permettent à la région Guadeloupe, qui est la structure régionale de la Guadeloupe, qui est compétente en matière de coopération, de se positionner par rapport à ses voisins. Et l'espace en fait, qui est véritablement important, qui est le focus aujourd'hui de la Guadeloupe, enfin même de la Martinique aussi, c'est l'espace Caraïbe, qu'on peut appeler aussi la Grande Caraïbe, qui en fait est une zone définie autour de la mer de la Caraïbe, qui regroupe le Mexique, l'Amérique centrale, les Antilles, les différentes îles de Caraïbes, et le nord de l'Amérique du Sud. Et cet espace, c'est un espace qui conjugue les extrêmes. Il y a la pauvreté, la richesse, il y a des grands espaces et des micro-États, des territoires non indépendants et des pays souverains. C'est un ensemble de 38 territoires de plus de 5,2 millions de kilomètres carrés et de 235 000 km² pour les îles de la Caraïbe, et qui comprend en fait 25 territoires. Et un tiers de ces territoires ne sont pas indépendants. Il y a les îles britanniques, Anguilla, Bermudes, les îles Caïmans, les îles Turk et Cayques, les îles Vierges britanniques et Montserrat. Il y a des îles ou territoires français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, donc le département français d'Amérique, les îles hollandaises, les Antilles néerlandaises et Aruba, les îles américaines, les îles Vierges américaines et Porto Rico, qui est un État libre associé aux États-Unis. Et ces territoires présentent 4 langues officielles, qui est l'anglais, le français, l'espagnol et les néerlandais, qui sont largement plus, l'anglais et l'espagnol sont largement les langues qui sont le plus parlées dans la Grande Caraïbe, sachant que le français c'est surtout la Guadeloupe, la Martinique, Guyane et Haïti, et le néerlandais c'est les Antilles néerlandaises, sachant qu'à Aruba, qui est pourtant Aruba aussi d'ailleurs d'une certaine façon, mais on parle aussi anglais. Donc au niveau économique, il y a aussi de fortes inégalités, comme sur la répartition du PIB dans l'espace Caraïbe, la Grande Caraïbe, on voit que c'est le Mexique qui à lui tout seul représente 50% du PIB de cet espace, et pour les îles de Caraïbe, on a un peu plus d'un tiers qui est Porto Rico. Donc, il y a quand même de vraies inégalités entre les différents territoires. Et en termes de richesse par tête, de PIB par habitant, l'échelle varie de 1 à plus de 100 entre Haïti et les îles Caïmans, par exemple. Dans les 12 premiers du classement, on ne trouve qu'un État indépendant qui sont les Bahamas, qui est en 10e position. Le premier État continental, c'est le Costa Rica, qui pointe à la 21e place. Le Mexique, premier pour le PIB, n'est que 22e. Les îles Caïmans, les Bermudes et les îles Vierges britanniques affichent un PIB par habitant dépassant les 35 000 $.
bien supérieur à de nombreux pays occidentaux, parce que ce sont des cas très spécifiques et des îles très spécifiques. Très spécifiques. Et il y a 4 États qui ont un PIB par habitant inférieur à 1 000 $, le Guyana, le Honduras, le Nicaragua et Haïti. Les départements et régions d'outre-mer, les départements français d'Amérique, eux, appartiennent aux 10 premiers PIB par habitant. La Martinique est 4e, la Guadeloupe 7e et la Guyane 8e. Cette forte hétérogénéité n'empêche pas les mouvements d'intégration régionale, et ces mouvements sont aujourd'hui autour de 4 organisations régionales de coopération. La première, c'est la CARICOM, c'est la communauté caribéenne et du marché commun, qui a été mise en place en 1973 dans le but d'instaurer un marché commun entre les États de la Caraïbe. Elle compte à ce jour 15 membres, donc c'est surtout en fait les îles de la Caraïbe et 5 membres associés, qui sont aussi les îles de la Caraïbe. Les missions de la CARICOM visent principalement à favoriser la croissance durable de ses membres. L'organisation souhaite notamment faciliter le rapprochement économique et la circulation des personnes. Le 34e sommet de la CARICOM, qui s'est déroulé à Port-au-Prince en février 2013, a permis d'évoquer les questions de libre circulation des biens et des services et de la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue. Parce que la Caraïbe est un passage dans le trafic de drogue assez important. Les chefs d'État et de gouvernement présents ont également adopté une résolution officialisant le français comme deuxième langue de travail de la CARICOM, et qui en fait ça satisfait une demande qui a été faite par Haïti, la République d'Haïti. La deuxième organisation, c'est l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, qui a été créée en 1981 au sein de la CARICOM pour succéder au marché commun des Antilles orientales, qui lui avait été mis en 1968 mais qui n'a pas forcément bien fonctionné. Donc cette organisation, dont le siège est à Castries, qui est la capitale de Sainte-Lucie, comprend 11 membres, dont 6 États, Sainte-Lucie, Grenade, la Dominique, Saint-Vincent, les Grenadines, Saint-Vincent et les Grenadines, Saint-Kitts-et-Névis, Antigua et Barbuda, 3 territoires britanniques associés, Montserrat, Anguilla et les îles Vierges britanniques, et la Martinique qui est devenue un membre associé en 2015. Le principal objectif de l'OECO, c'est de promouvoir la coopération économique entre ses membres, au niveau régional et au niveau international, et de les assister dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière de droit international. L'OECO est doté d'une banque centrale qui supervise en fait les opérations ayant trait à l'utilisation de l'East Caribbean Dollar. Ensuite, il y a la CEPAC, qui a été créée en 1984, qui est la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et qui est une commission en fait, régionale du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Elle comprend 41 États membres et 7 membres associés, et elle a pour mission de contribuer au développement de l'Amérique latine et des Caraïbes, et chargée de produire une expertise sur des problématiques de développement communes au pays de sa zone d'intervention. Et en août 2012, lors de la 34e édition de la CEPAC, la Martinique et la Guadeloupe ont été admises en tant que membres associés. La dernière organisation, c'est l'Association des États de la Caraïbe. Cette organisation est vraiment installée sur, l'organisation est vraiment axée sur la Grande Caraïbe, comme l'espace que j'ai présenté dans une carte. Elle a été créée en 1994 pour promouvoir l'action concertée de tous les États de la Caraïbe. Ses principaux objectifs sont le renforcement du processus régional de la coopération et d'intégration économique, la préservation environnementale de la mer des Caraïbes et la promotion du développement durable de la Grande Caraïbe. L'AEC compte 25 États membres, et dans ces États membres, il y a le Mexique, il y a les États du nord de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, il y a la France également, qui au départ était rentrée au nom de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Guyane. Mais depuis avril 2014, et le 6e sommet des chefs de gouvernement de la Caraïbe, qui s'est tenu à Mérida au Mexique, la Guadeloupe et la Martinique sont devenus des membres associés de l'AEC. Donc, depuis un certain nombre, la région Guadeloupe s'est illustrée par en fait, une politique volontariste en menant des actions avec les organisations régionales. Et en menant des actions avec les organisations régionales et avec des pays de la zone. Et elle a mis en place un dispositif innovant qui est le détachement d'agents de la région dans des postes diplomatiques français. Et moi, je suis un des agents de la région dans un des postes diplomatiques français.
Et donc cet engagement fort dans la coopération fonctionnelle et opérationnelle, donc vis-à-vis d'organisations régionales de coopération et vis-à-vis de pays qui sont considérés comme prioritaires par la Guadeloupe, ça a entraîné un certain nombre d'actions, notamment la participation et l'organisation de réunions internationales, la prise de responsabilité sur la scène régionale, notamment au sein de l'AEC, surtout au sein de l'AEC d'ailleurs, et dans un cadre qui est toujours délimité par la France, c'est-à-dire qu'il y a quand même, les affaires étrangères sont un domaine régalien de la France, donc tout est déterminé avec l'accord de la France d'une certaine façon. Et donc on peut donc citer l'adhésion à la CEPAC en 2012, à l'EEC en 2014, il y a des négociations qui ont été entreprises pour adhérer à l'OECO, comme l'a fait la Martinique en 2015, et à la CARICOM. Il y a des conventions qui ont été signées de partenariat avec l'Agence française de développement et Haïti pour le soutien de la microfinance en Haïti, des conventions cadres de coopération avec la province de la Havane de Cuba. Il y a aussi en 2013 une année de la République dominicaine qui s'est déroulée en Guadeloupe, c'est-à-dire en fait tout un tas d'événements de coopération entre la Guadeloupe et la République dominicaine qui ont eu lieu en Guadeloupe. Et d'autre part, la région Guadeloupe est aussi intervenue non seulement en tant que chef de file d'opération de coopération, mais également en tant que cofinanceur d'actions portées par d'autres acteurs de la coopération. Donc en tant que cofinanceur, la collectivité a apporté son soutien à de nombreuses associations et organismes dans le domaine de la recherche, de la culture et de la littérature et du sport. Les interventions régionales peuvent se faire dans 3 cadres financiers programmatiques: le programme Interreg Caraïbes, le fonds de la coopération régionale ou sur le budget de la région Guadeloupe. Dans le cadre, le programme Interreg, c'est un programme de financement européen dont la Guadeloupe est l'autorité de gestion. Et l'idée, c'est de mener des actions dans l'espace Caraïbes. Et donc, ce sont des actions d'envergure, technique et financière, et qui peuvent regrouper un certain nombre plusieurs domaines en fait. Ça peut être l'organisation d'événements internationaux comme un forum des grandes entreprises de la Grande Caraïbe, comme récemment les Creole Fashion Dates, ou la conférence internationale sur la biodiversité, pour permettre que ces événements aient lieu en Guadeloupe ou aient lieu en fait dans la Caraïbe, et qui est un impact international en fait. Pas un impact international, il faut qu'ils aient un impact international. C'est aussi un financement de projets avec les voisins, qui peuvent être par exemple la création d'une base de données maritime et portuaire de la Caraïbe, qui est important parce qu'on est quand même dans une zone qui est entourée de mer, qui est autour de la mer des Caraïbes. Le projet de géothermie en Dominique, qui est une volonté de promouvoir les énergies renouvelables. Ou le projet de centre pour les langues et les cultures de la Caraïbe. Comme on est une zone qui a beaucoup de langues officielles, c'est aussi un moyen de pouvoir permettre l'apprentissage pour les anglophones et les hispanophones du français, et pour les francophones de l'anglais et de l'espagnol. Et grâce au fonds de coopération régionale, il y a eu un certain nombre de projets qui correspondaient à des priorités qui ont été définies par le fonds concernant le secteur économique, et aussi certains projets qui ont été d'aide des projets qui étaient menés avec la République d'Haïti. La région a confié à un institut spécifique qui s'appelle l'Institut de coopération franco-caraïbe le mandat de réaliser des programmes de coopération décentralisée, et notamment il y a eu beaucoup de programmes sur l'apprentissage du français, donc des stages de français de spécialités à destination des Caribéens anglophones et hispanophones, français du droit, de la diplomatie, des choses comme ça. Il y a eu des stages de perfectionnement au dispositif de coopération décentralisée à l'intention de cadres haïtiens, mais aussi des échanges d'expériences entre médecins guadeloupéens et haïtiens. Il y a eu un réseau d'enseignants Guadeloupe et Caraïbes qui a été aussi mené. Et le deuxième élément que je voulais mettre qui a été poussé par la structure régionale de la Guadeloupe, c'est un dispositif innovant qui est le détachement d'agents régionaux, d'agents de la région, dans des postes diplomatiques. Et ce détachement a été rendu possible par une convention qui a été signée entre les ministères des Affaires étrangères et des Outre-mer de la République française et la région Guadeloupe.
Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir détacher quelqu'un qui travaille pour la région Guadeloupe dans des postes diplomatiques qui étaient déterminés par la région Guadeloupe afin de renforcer la coopération entre ce territoire d'affectation et la Guadeloupe. Et cette mission, au préalable, a été définie pour une période de 3 ans et elle a commencé fin 2013 avec certaines modifications, à partir de cette période, on va dire, et elle touche en fait tous les domaines, c'est-à-dire l'universitaire, économique, culturel. Et l'idée, c'était de mettre en relation des partenaires guadeloupéens et des partenaires des territoires d'affectation, ainsi que faire un travail de veille, de relever les opportunités qui peuvent, des deux côtés, que le territoire et la Guadeloupe peuvent tirer en fait d'une coopération entre la Guadeloupe et ses territoires, et aussi une façon aussi de mieux connaître les territoires des deux côtés, parce qu'il est souvent très difficile de pouvoir savoir ce qui se passe ou comment est structuré un État sans être présent un État ou un territoire, sans être présent dans ce territoire. Et donc la Guadeloupe, en fait, la région Guadeloupe a sélectionné 5 destinations. Le Québec, c'est moi qui m'occupe de cette coopération, en raison en fait, de différents programmes en formation et en éducation qui avaient été menés depuis 2009-2010 par la région Guadeloupe. Et donc l'idée, c'était de pouvoir voir si on pouvait avoir une coopération qui soit plus importante et qui ne se limite pas à l'envoi de jeunes Guadeloupéens dans des formations québécoises, dans des centres de formation professionnelle, dans des cégeps et dans des universités québécoises, de pouvoir renforcer cette coopération au niveau éducatif et au niveau de la formation, mais également à d'autres niveaux, au niveau économique, au niveau culturel, faire venir des artistes québécois en Guadeloupe, ou faire venir des artistes guadeloupéens au Québec. Et l'idée, c'est centré spécifiquement sur le Québec, mais il y a toujours des possibilités de s'intéresser au Canada dans le sens large, même si pour l'instant, ce serait plus l'Ontario qui serait le suivant, en fait, dans cette coopération. Sinon, le deuxième pays, c'est le Panama. Et le Panama, en fait, c'est lié en fait, à des liens historiques. Il y a beaucoup d'ouvriers guadeloupéens qui ont participé, en tout cas, il y a des ouvriers guadeloupéens qui ont participé à la construction du canal de Panama. Et donc, il y a eu ces liens donc il y a 100 ans, littéralement. Et donc, l'idée, c'était de renforcer, en fait, ces liens qui ont été créés il y a 100 ans. Et notamment dans le cadre du centenaire de la construction du canal de Panama qui a eu lieu l'année dernière, et de pouvoir rappeler de l'apport des ouvriers guadeloupéens. Moi, mon arrière-grand-père était dedans, a vécu pendant plusieurs années au Panama et a participé donc, à la construction du canal. La troisième destination, c'est Miami, car la Floride, c'est un prolongement de la Caraïbe et s'intègre véritablement en fait, dans l'espace Caraïbe de plus en plus. Et Miami, c'est la capitale, entre guillemets, des croisiéristes. Et donc l'idée, ce serait, et les croisières sont très importants pour l'espace Caraïbe, les îles de Caraïbes, et notamment pour la Guadeloupe, qui a un vrai projet, notamment sur le tourisme de niche et le tourisme multidestination. Donc c'était important d'avoir quelqu'un de présent à Miami. Et la République dominicaine, qui en fait c'est pour tirer les bénéfices de l'année de la République dominicaine qui avait lieu en 2013 en Guadeloupe. La région Martinique a aussi le même dispositif, mais elle a choisi 2 territoires j'en oublie un, pardon. Il y a Sainte-Lucie, ce qui est le siège de l'OECO, où la Guadeloupe souhaite rentrer, comme la Martinique l'a fait cette année, en fait. Et donc la Martinique a aussi le même dispositif, qui a choisi 2 territoires d'affectation, qui est Sainte-Lucie pour les mêmes raisons que la Guadeloupe. Et à mon avis, ce poste va changer puisque la Martinique est rentrée dans l'OECO, et donc de voir quel sera le lien direct avec l'OECO ou le poste diplomatique qui a lieu à Sainte-Lucie. Et l'État du Pará, pour des liens spéciaux entre la Martinique et l'État du Pará au Brésil.
Donc ces échanges, en fait, ils ne peuvent que renforcer la promotion de l'expression francophone dans les Amériques, parce que ce sont des actions qui sont menées par différentes actions, et parce que le français est la langue de la Guadeloupe, de la Martinique, principalement. Donc la Guadeloupe, c'est un territoire dans une France unilingue. Le créole, même si c'est une langue parlée en Guadeloupe, c'est équivalent à des langues régionales comme le breton, l'alsacien, le basque. Les gens étudient en français, la presse, les journaux sont en français, même s'il y a des parts qui peuvent être en créole. Le français, c'est la langue véritable c'est comme c'est la langue de la France, c'est la langue de la Guadeloupe. Et qu'on n'est pas dans des logiques bilingues, on est plus dans des logiques unilingues avec une langue qui est parlée par un certain nombre de personnes. Il y a des possibilités d'apprendre, d'étudier le créole depuis 2001, mais ce n'est pas véritablement, on ne fera pas de formation en créole, il y en a quelques-unes, mais ce ne sera pas véritablement le point central. Et notamment, par exemple, l'Université des Antilles, qui est l'ancienne Université des Antilles de la Guyane, est une université francophone, uniquement. C'est-à-dire que les centres de recherche, le travail qui est fait par la recherche qui est faite par l'Université des Antilles et les formations qui sont prises se font en français. Et le français est la langue de travail dans la coopération de la Guadeloupe, et c'est de la coopération avec les voisins et les organisations de coopération, et uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement une reconnaissance du créole comme dans les coopérations entre les voisins et les organisations régionales. Donc, et donc, ce qui fait qu'il y a une promotion du français à travers différentes actions de coopération comme le stage de français dont j'ai parlé, mais également du fait qu'il y a une utilisation de français et que du fait que la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane aussi, qui est dans une autre réflexion, renforcent en fait le bloc francophone qui est constitué avec Haïti dans cet espace, dans l'espace de la Grande Caraïbe. Et c'est non négligeable. Moi, il y a quelques années, j'ai travaillé à l'Association des États de la Caraïbe, qui est vraiment une association, comme j'ai dit, sur la Grande Caraïbe, qui regroupe un certain nombre de personnes. Et cette association a 3 langues officielles, qui est l'anglais, l'espagnol et le français. Sauf qu'à l'époque où j'étais, le français était de très mauvaise qualité, parce que je pense que les traducteurs étaient très éloignés du français et que les effectifs du secrétariat de l'AEC étaient anglophones ou hispanophones. Il n'y avait pas de il y avait pas vraiment de francophones. Il y en a qui parlaient français, mais qui n'étaient pas forcément francophones immédiatement. Ce qui fait qu'il y avait un certain nombre de problématiques qui se posaient dans les documents officiels, qui ont posé de vrais problèmes, puisque Haïti s'était plein de cette qualité. Et moi, dans la direction auquel j'étais rattaché, le directeur et les différentes personnes qui travaillaient ne passaient plus par les traducteurs, mais passaient directement via moi et me demandaient de traduire les documents en français, de l'anglais ou de l'espagnol. À cette époque, c'était problématique. Et donc, aujourd'hui, le français a été renforcé dans cette organisation, déjà parce que cette organisation est redevenue plus dynamique ces dernières années. Et il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées. Par exemple, la Guadeloupe finance 2 stagiaires chaque année, 2 stagiaires guadeloupéens chaque année pour aller pour travailler dans le secrétariat de l'AEC. Donc, en conclusion, la Guadeloupe, c'est une partie de la France qui est un État unitaire et pas fédéral, donc ce qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont très centralisées. Mais toutefois, en fait, les spécificités liées à sa nature ultramarine lui ont permis d'obtenir des adaptations propres à sa situation par rapport aux autres collectivités territoriales de la France hexagonale, notamment en matière de compétences. Et c'est dans ce cadre que se joue la coopération de la Guadeloupe aujourd'hui. Donc voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais juste pour résumer un petit peu, on voit dans cette présentation tout l'intérêt d'une réflexion géopolitique sur la francophonie, parce que là, on a vraiment un cas de figure très intéressant d'une région qui poursuit l'œuvre de la France dans les Amériques jusqu'à un certain point, et en même temps, on a là
un pays qui a aussi une dynamique très intéressante parce que, bon, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu, mais le projet de la francophonie vient un peu aussi, et même peut-être beaucoup, de la Caraïbe, c'est-à-dire quand on pense à Aimé Césaire, c'est-à-dire c'est un grand penseur qui a influencé Senghor. Et parce qu'on dit toujours le projet de la francophonie, c'est le projet de Senghor, de l'ouverture, de la diversité des peuples, mais c'est un projet qui vient aussi un peu de la Caraïbe et des Amériques. Donc on a un lien aussi très important avec la Caraïbe. Quand on parle de la francophonie, c'est un peu notre mère à nous tous et toutes qui cherchons à penser la francophonie dans les Amériques. Donc il y a un imaginaire dans la Caraïbe, j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Il y a aussi un autre imaginaire qui vient avec des auteurs comme Marie Scondé, qui vient de la Guadeloupe, qui est une écrivaine absolument passionnante. Je ne sais pas si vous avez lu, moi quand j'étais étudiante et que j'ai découvert Marie Scondé, ça a été l'épiphanie. À travers Marie Scondé, on a l'histoire, encore une fois, du monde. D'une universalité absolument extraordinaire. Donc, le pays est petit, mais son imaginaire est grand. Et j'aimerais bien vous entendre un peu nous en parler, d'autant plus que ça fait réfléchir beaucoup sur la créativité dans les petites nations, dans les petites régions. Vous savez, en sciences politiques, on a tout un débat sur cette question, c'est-à-dire les petits espaces. Les petits espaces sont-ils des espaces de création, d'innovation ou seulement des espaces vulnérables? Parce que Milan Kundera nous a dit, les petites nations sont très fragiles. Mais en même temps, cette fragilité, cette vulnérabilité peut être transformée dans une très grande force. Et on le voit avec le Québec, qui a été un lieu d'incubation, un lieu d'innovation important. Dans les régions francophones du reste du Canada, au Nouveau-Brunswick, le miracle économique du Nouveau-Brunswick vient beaucoup des Acadiens. Et comme je rappelais, la francophonie, son projet nous vient aussi un peu de la Caraïbe. Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de l'imaginaire caribéen et de ces grands auteurs qui nous ont si marqués dans la francophonie. Et évidemment, on a encore 20 minutes pour des questions, donc j'espère que vous allez pouvoir poser des questions à Fabien. L'identité francophone, c'est une identité multiple, indéniablement, et notamment dans les réflexions qui ont été menées dans l'imaginaire de la Caraïbe, que ce soit de la Guadeloupe, de la Martinique et tout ça, c'est lié à cette diversité, en fait, des cultures, au métissage qui a eu lieu. C'est-à-dire que ce sont quand même des zones qui ont, à cause de la colonisation, ont été peuplées diversement. Et d'une certaine façon, le créole, notamment, est le meilleur exemple de ce métissage et de ce peuplement divers, dans le sens où déjà le créole, selon les endroits, n'est pas exactement le même, que ce soit le créole martiniquais, guadeloupéen, haïtien, ne sont pas les mêmes créoles, et qui sont liés à l'influence qu'ont pu avoir les populations locales. Et les populations, les différentes vagues de peuplement, plutôt, ce que je veux dire, ces vagues de peuplement. Et l'imaginaire littéraire est lié aussi à ces vagues de peuplement. C'est-à-dire que les différentes cultures, les différentes traditions sont tirées de cette différence, de cette diversité dans cette diversité des vagues de peuplement. Et c'est là qu'on retrouve, cet imaginaire et comment cet imaginaire s'est créé, que ce soit sur des affirmations comme la créolité, la négritude, ou des choses plus sur l'explication des traditions, de comment on est arrivé, comment on s'est formé, et ce qu'est être guadeloupéen, ce qu'est être martiniquais, et aujourd'hui ce qu'est être caribéen, puisque c'est aujourd'hui une des réflexions qui est menée, c'est de dire que nous sommes caribéens et qu'un Mexicain est aussi caribéen, que les îles de la Caraïbe sont aussi caribéens. Et c'est vraiment vers cette direction qu'on veut mener et donc qu'on veut s'orienter, et que
cette diversité de l'expression, donc la diversité, enfin la protection de la diversité de l'expression culturelle, des expressions culturelles est importante parce que déjà dans des blocs comme la francophonie, il y a déjà une multitude d'expressions culturelles et qui pourtant s'intègrent dans un même bloc francophone. Voilà. Bonjour Gabriel. Vous avez un peu parlé de Martinique. Est-ce que c'est un partenaire, un allié, un compétiteur économique par rapport à la francophonie? Est-ce qu'il y a des différences régionales dans la langue, dans le partenariat qu'il y a au sein des Caraïbes, avec Haïti par exemple? Il y a deux structures, enfin la Guadeloupe et la Martinique sont des Antilles françaises, sont des régions françaises, sont des départements, enfin, sont encore des départements français. Donc il y a beaucoup de similitudes, mais en même temps, c'est des structures qui sont autonomes. C'est des structures autonomes dans le paysage administratif français. Ce qui fait qu'à partir du moment, ils déterminent librement quelles sont leurs orientations. Par exemple, ils peuvent déterminer quels sont les pays qui sont prioritaires. On n'a pas les mêmes pays, enfin les pays qu'on considère prioritaires en Guadeloupe ne sont pas les mêmes qui sont considérés par la Martinique pour des raisons... parce qu'il y a une vision qui est différente et peut-être parce qu'il y a des accords ou des liens historiques qui sont peut-être plus importants avec la Martinique, avec certains pays pour la Martinique que pour la Guadeloupe, qu'avec certains pays pour la Guadeloupe. Après, ce ne sont pas des concurrents économiques dans le sens où il n'y a pas une concurrence... il n'y a pas une concurrence... ce ne sont pas des concurrents économiques déjà parce qu'ils sont des partenaires économiques. Parce que ce sont des clients et des fournisseurs l'un envers l'autre. Et donc ils ont de nombreuses entreprises qui travaillent en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane. Et en plus, ils peuvent avoir des moyens de se coordonner, notamment les structures régionales sont en discussion, sont en collaboration. Après, il est évident que, comme pour toute région française, il y a une certaine concurrence dans la réalisation d'un certain nombre de projets qui peuvent être menés. Bonjour, Anaïs. Merci pour ton exposé. Moi, j'ai une question par rapport à la possible intégration des différents départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer. Est-ce qu'il y a la même volonté d'unification ou de création d'un ensemble territorial, ou est-ce que l'intégralité des rapports entre ces différentes régions et collectivités passe par le département d'outre-mer? Les collectivités d'outre-mer sont un cas très spécifique parce qu'ils ont une structure spécifique et ont beaucoup plus d'autonomie. Donc eux sont dans... Et puis c'est Wallis et Futuna, la Polynésie française, c'est véritablement... Ils sont vraiment dans une autre logique dans leur intégration et puis ils ont un certain nombre de possibilités qui sont beaucoup plus importantes puisqu'ils ont une plus grande autonomie. Après, pour les départements et régions d'outre-mer, notamment celles d'Amérique, il y a une vraie volonté d'intégration régionale et il y a une attente aussi, et notamment chez les îles de la Caraïbe, de cette intégration régionale. Parce qu'en fin de compte, pour un certain nombre d'îles de la Caraïbe, la France, c'est très très loin et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que pour Sainte-Lucie, qui est une petite île, qui est une petite île, c'est une île de la Caraïbe, que Sainte-Lucie, la Dominique, où ils sont beaucoup plus intéressés à travailler avec la Guadeloupe et la Martinique, et spécialement la Martinique, parce que Sainte-Lucie, c'est à 10 minutes en fait enfin 10 minutes, c'est pas très loin de la Martinique, que d'aller collaborer avec la France, qui est quand même très très loin et qui en plus est un grand État. Donc l'idée, ce serait, il y a une volonté d'intégration et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu aujourd'hui des réflexions, que ce soit en Guadeloupe et en Martinique, de se dire on va intégrer des organisations internationales, enfin régionales de coopération, que la République française leur a permis de le faire, en se disant que c'est un moyen pour se développer. S'ils s'intègrent, ils pourront avoir des relations économiques avec la zone Caraïbe, parce qu'aujourd'hui, la Guadeloupe et la Martinique ont des relations avec la France, l'Union européenne, avec les États membres de l'Union européenne, entre eux, mais ils ont très peu de relations avec les îles de la Caraïbe, même avec d'ailleurs la Grande Caraïbe. Et donc cette intégration, c'est vraiment dans cette réflexion-là. Et les autres territoires sont plutôt
favorables, et notamment ont poussé, puisque quand même la Martinique est rentrée à l'AEC, enfin à l'Association des États de la Caraïbe, à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, et notamment dans certaines de ces organisations, notamment l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, ce sont quand même des organisations qui ont pour mission de mettre en place un marché commun. Et qui ont, par exemple, l'OECO a une banque centrale et va gérer donc une monnaie. Ce qui est problématique parce que la Guadeloupe, enfin ce qui est problématique, sachant que la Guadeloupe et la Martinique, ou la Guyane aussi d'ailleurs, sont eux intégrés dans un marché commun européen avec une monnaie qui est l'euro. Donc il faut trouver dans les négociations qui ont été menées un partenariat qui puisse permettre de rentrer dans le cadre dans le cadre de la coopération et de la mission de l'organisation, et en même temps respecter les normes, enfin respecter la structure, enfin respecter le fait que ce sont des départements et des régions qui font partie d'un marché commun européen et qui donc, même s'il y a des adaptations, dans la majorité des domaines, sont quand même soumis à des règles qui sont décidées au niveau français et européen. Donc il y a un équilibre à trouver, et cet équilibre est petit à petit trouvé, ou du moins, en tout cas aujourd'hui, on est dans une phase où il y a une négociation pour trouver cet équilibre et où il y a une réflexion pour trouver cet équilibre. Ensuite, je voulais aussi revenir sur un point. J'ai parlé du fait que les départements et régions d'outre-mer pouvaient devenir des collectivités uniques, et notamment l'idée c'était vraiment qu'il fallait trouver une structure qui soit la plus adéquate pour permettre le développement de ces territoires. Et c'est ça aussi l'idée de cette structure économique. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une structure qui va peut-être avoir de nouvelles compétences, va peut-être d'ici les prochaines années, puisque le changement se fera en 2015, donc on verra dans les années. Donc la question qui va se poser à partir de 2016, c'est quelle est la vision qu'on va avoir pour la Guadeloupe pour la Martinique et la Guyane, puisque c'est elles qui deviennent collectivités uniques. Et pour la Guadeloupe, c'est de savoir à partir de 2016, est-ce qu'ils vont devenir des collectivités uniques et quelle vision ils auront par rapport à leur espace, et qu'est-ce que la France sera prête à accorder de nouvelles compétences s'il y a besoin, ou pas d'ailleurs, à cette collectivité unique martiniquaise, guyanaise, et peut-être à terme guadeloupéenne. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui, bonjour, Victor Montoya. Pour revenir un peu, pour rebondir sur la question du rôle des Caraïbes par rapport à la francophonie, donc oui, évidemment, Aimé Césaire, n'est-ce pas? Mais également rappeler aussi que si le français est la seconde langue officielle à l'ONU aujourd'hui, c'est grâce au vote de Haïti en 1945 qu'il y a eu la capacité de la langue française à rester langue internationale malgré la position de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, pour revenir un peu sur les aspects géopolitiques, n'est-ce pas, de la Caraïbe, je pense qu'il faut aussi la vision un peu plus d'ensemble, peut-être, voir l'impact que peut avoir l'intégration du Mexique. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Caraïbe constitue un bassin où la francophonie est présente aussi bien en Louisiane qu'en Guyane, que sur la partie latino-américaine avec le Costa Rica et le Mexique, et de l'autre côté la Guadeloupe, la Martinique, et au centre Haïti. Hein. Donc vraiment, je pense que la Caraïbe constitue un des enjeux fondamentaux pour la francophonie au XXIe siècle de manière générale, et surtout que ça va être une zone d'articulation entre le français, l'anglais et le portugais. Donc ce sont des choses qu'il faut avoir bien en tête, surtout que les capacités de plus d'indépendance, d'autonomie que vont avoir les départements français d'outre-mer, vont pouvoir développer d'autres stratégies, je pense, peut-être un peu plus autonomes. Et je pense que la visite du président François Hollande à Cuba, en Haïti et dans les départements français d'Amérique vont très clairement dans ce sens. Et donc il faut observer tout ce qui va se passer dans cette région, disons.
Oui, il y a une vraie volonté. En fait, il y a une vraie volonté de cet espace déjà de reconnaître les différentes langues qui existent. C'est sûr que, enfin, il y a quand même beaucoup de francophones dans la zone. C'est-à-dire qu'au-delà des 4 territoires francophones, il y a quand même beaucoup de francophones dans la zone. Et je pense qu'il est intéressant que ce soit pour les pays comme le Mexique, les pays d'Amérique centrale, en plus d'avoir une zone qui peut se constituer ailleurs qu'avec l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, ou d'ailleurs avec Brésil, Argentine aussi, d'une certaine façon peut-être, qui permet aussi d'avoir une zone où ils peuvent faire un certain nombre de projets alors qu'ils ont avec des intérêts communs en fait. Donc, voilà. Une autre question ici, et après on va conclure. Oui, bonjour rapidement, Joël Dupuis du nord de l'Ontario. Ah, vous avez une question? Après lui, il y a... Ah, il y a une question là. OK. Bonjour. Ma question concerne, au-delà bon, vous nous avez parlé des intérêts économiques, sociaux et tout pour la coopération. Je m'intéresse, moi, au changement climatique. Je me demande, est-ce qu'il y a un discours là-dessus? Parce que particulièrement dans le contexte des îles, on comprend qu'elles sont d'autant plus vulnérables, tant aux phénomènes météorologiques, même au niveau des eaux. Donc, est-ce qu'il y a un discours collectif plus grand, plus large par rapport à cette réalité-là? Déjà, il y a un discours qui est présent dans les différents territoires et qui d'ailleurs en ce moment ressort avec la COP21 qui aura lieu à la fin de l'année. Mais surtout, il y a l'Association des États de la Caraïbe qui a comme mission la réduction la promotion du développement durable, la réduction des catastrophes, la réduction des risques des catastrophes naturelles. Et c'est vraiment là que tenu le discours au niveau de l'espace Grande Caraïbe, espace Caraïbe, sur la question du changement climatique. Parce que c'est un vrai problème, c'est un problème qui se pose réellement pour déjà toutes les îles, de savoir qu'est-ce qu'elles vont devenir, de savoir aussi qu'elles ont une biodiversité qui est souvent spécifique, donc il faut avoir la préservation de leur biodiversité, et la question aussi du transport d'une certaine façon, parce que ce sont des îles, un ensemble d'îles, et comment on peut se développer ces îles en assurant un meilleur transport, un meilleur déplacement des biens et des personnes, tout en respectant, tout en favorisant le développement durable. Donc il y a un certain nombre de questionnements qui sont légitimement développés par l'Association des États de la Caraïbe. Bonjour, et moi c'est Rosmina Pirin, je viens d'Haïti. Je sais qu'au terme de la 24e réunion intersessionnelle de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, que le président haïtien avait fait cette belle proposition d'adopter le français comme deuxième langue de travail de la CARICOM. J'aimerais savoir comment la Guadeloupe avait accueilli une telle décision, parce que ça fait longtemps que l'anglais a été la seule langue officielle. Et j'aimerais aussi vous demander, maintenant, quel est, selon vous, ou à Guadeloupe, les impacts économiques, culturels, tant d'autres d'une telle décision? En fait, la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane ne sont pas membres de la CARICOM. Il y a en fait des discussions qui sont entreprises et il y a des objectifs pour le devenir, mais il y a un certain nombre de choses qui doivent être discutées, notamment la question du marché commun, sachant que la CARICOM c'est un marché commun et qu'ils font partie d'un autre marché commun, donc il y a un certain nombre de choses à mettre en relief, puis à discuter, à négocier. Concernant l'impact de la décision, il est indéniable que pour nous, c'est quelque chose c'est quelque chose qui a été soutenu, parce que de toute façon, nous, on travaille en français, et c'est sûr qu'il est important pour nous que les organisations dans lesquelles on coopère puissent puissent travailler en français. Et donc, et c'est un peu aussi l'idée que je voulais mettre, c'est que le bloc francophone, et là vraiment, de territoire francophone, quand on inclut donc la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, avec Haïti, devient beaucoup plus important. Et donc ça devient intéressant pour les organisations qui sont parfois
qu'un regroupement d'organisations anglophones, ou d'ailleurs peut-être hispanophones sur certains cas aussi, de se dire bon, ça serait intéressant que le français devienne une seconde langue de travail, notamment si on veut les faire rentrer, si on veut pouvoir travailler efficacement avec ces différents territoires. Merci. Dernière question. Bonjour, je suis Charnel Ewood, votre voisin haïtien. On reproche assez souvent à la Guadeloupe et à la Martinique d'être des simples passerelles diplomatiques pour la France dans la région. Une France qui encourage ou encore qui se spécialise beaucoup plus dans les échanges économiques. Est-ce que vous en voyez un excès dans cette analyse? Oui, mais le truc c'est que la question qui se pose, et c'est pour ça que maintenant l'objectif c'est que la Guadeloupe et la Martinique, et aussi enfin, la Guyane dans un autre cadre, s'intègrent dans des organisations de coopération régionale et que puissent multiplier leurs relations avec ces organisations régionales de coopération, c'est parce qu'ils puissent s'exprimer, c'est pour qu'ils puissent s'exprimer en leur nom propre. C'est-à-dire qu'on puisse dire ce qui est intéressant pour la Guadeloupe, ce qui est intéressant pour la Martinique, ce qui est intéressant pour la Guyane, qui sont trois territoires qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et c'est sûr que, par exemple, quand l'AEC a été créée en 1994 et que la France, qui est d'ailleurs toujours membre de l'AEC, était membre au nom de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, c'est sûr que ce n'est pas la même chose que si la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, en leur nom propre, avec leurs représentants, avec leur structure régionale, viennent dans ces réunions, participent à ces réunions et négocient ces réunions. Parce que dans un cadre où c'est la France qui est membre, ça reste la France qui discute. Même si, par exemple, le chef de la délégation peut être guadeloupéen, martiniquais ou guyanais, pas guyanais, mais guyanais aussi, là, véritablement, c'est une structure de la Guadeloupe, une structure de la Martinique qui va négocier, qui va discuter avec l'organisation internationale. Donc, il est évident qu'on aura beaucoup plus conscience, les voisins auront beaucoup plus conscience que c'est la Guadeloupe et la Martinique qui parlent et ce n'est pas la France qui parle. Eh bien, sur ce, merci beaucoup.